Alors, investir dans l'immobilier en Israël en 2025, c'est un sujet fascinant. On a affaire à un marché vraiment à part, qui déjoue souvent tous les pronostics. Dans cette analyse, on va décoder ensemble sa logique unique. Et surtout, on va découvrir les stratégies clés qui fonctionnent pour les investisseurs francophones. Bon, allons droit au but. La question fondamentale, la toute première qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que ce marché est si différent des autres? Parce que vous allez voir, comprendre sa nature profonde, c'est vraiment la clé de toute bonne stratégie d'investissement là-bas. Ici, il faut tout de suite oublier l'idée de la spéculation pure qui guide beaucoup de marchés immobiliers dans le monde. La solidité de l'immobilier israélien, elle repose sur des fondations bien plus profondes, des facteurs qui sont démographiques, structurels, et c'est justement ça qui en fait une véritable exception. Le moteur de ce marché, le voici. C'est ce chiffre, une croissance de la population de près de 3% par an. C'est absolument énorme. Ça vient d'une forte natalité et d'une immigration constante, l'ALIA. La conséquence, c'est que la demande de logement est structurelle, elle est constante et elle ne s'arrête jamais. Et bien sûr, cette pression démographique, elle se traduit par des chiffres très concrets. Si on regarde l'historique, la valorisation moyenne, c'est entre 6 et 7% par an. Et attention, dans les zones les plus demandées comme Tel Aviv ou Jérusalem, on a même vu des pics qui dépassaient les 10%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un investisseur? Eh bien, même si les taux d'intérêt sont plus élevés qu'en Europe, le calcul reste largement gagnant. Pourquoi? Parce que la plus-value que le bien prend chaque année dépasse très souvent le coût total de l'emprunt. L'opération est donc rentable par nature, si on peut dire. Maintenant qu'on a posé les bases, comment on fait pour transformer ce potentiel en rendement maximum? La stratégie reine, celle qui est la plus utilisée et la plus efficace, c'est l'achat sur plan, ce qu'on appelle aussi la VFA. C'est un outil financier d'une efficacité redoutable. Le mécanisme est en fait très simple. Au moment de la signature, on verse un acompte de 20%. Ensuite, pendant toute la durée de la construction, ça peut prendre entre 2 et 5 ans, le bien, lui, il prend déjà de la valeur. Et le gros du paiement, les 80% restants, n'est dû qu'à la toute fin, à la livraison. Et c'est là que toute la magie de l'effet de levier opère. Le bien s'apprécie sur 100% de sa valeur totale, alors que de notre côté, on n'a immobilisé que 20% du capital. Le retour sur l'investissement initial est donc littéralement démultiplié. C'est ça, la puissance du montage. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Pour un appartement qui vaut 2,5 millions de shekels, l'apport est de 500 000. Avec une hausse moyenne de 6% par an sur 3 ans de construction, le gain en capital atteint quasiment 475 000 shekels. On a presque récupéré sa mise de départ, uniquement en plus-value latente. C'est impressionnant. Bon, la question qui se pose tout de suite, c'est comment on fait pour trouver cet apport de 20%? C'est souvent le principal obstacle, le nerf de la guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions stratégiques pour le surmonter. Alors attention, il y a une règle de la Banque d'Israël de 2021 qui est très importante. Elle interdit d'hypothéquer un bien pour financer l'apport d'un autre bien d'investissement. Par contre, et c'est là que la nuance est clé, il est tout à fait possible de refinancer un crédit qui existe déjà pour libérer de l'argent, des liquidités, et utiliser cet argent comme apport. En fait, tout est une question de calcul. Il faut s'assurer que la plus-value qu'on espère, disons entre 25 et 30% sur 4 ou 5 ans de construction, couvrira largement les intérêts qu'on va payer pour financer cet apport. C'est une approche purement stratégique, un calcul de rentabilité. Évidemment, une telle opération, ça ne s'improvise pas. Pour qu'elle soit une réussite, tout repose sur 4 piliers, 4 fondations absolument fondamentales. On va les analyser un par un. Alors, ces 4 piliers, quels sont-ils? Premièrement, la localisation. Deuxièmement, la solidité du promoteur. Troisièmement, le prix d'acquisition. Et enfin, un point crucial, souvent oublié, l'anticipation fiscale. Allez, voyons ça en détail. Le premier pilier, c'est la règle d'or, le critère non négociable. Il faut absolument se concentrer sur les zones où il y a une forte dynamique, à la fois économique et démographique. Le centre du pays, le Merkaz, mais aussi des villes comme Jérusalem ou Haïfa. Ce sont des paris sûrs où la demande est constante. Deuxième pilier, la fiabilité du promoteur. C'est impératif, il faut vérifier que le projet bénéficie de ce qu'on appelle un livrouillis bancail. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une garantie bancaire qui assure que le projet ira à son terme, même si le promoteur fait faillite. C'est la ceinture de sécurité de l'investissement. Le troisième pilier, c'est une règle d'or dans l'immobilier. Un bon investissement, ça se fait à l'achat. Même dans un marché qui monte, si on surpaye un bien au départ, on ampute toute la rentabilité future. Il faut donc bien analyser le marché et savoir négocier. Et enfin, le quatrième pilier, qui est très souvent sous-estimé, la fiscalité. Il faut intégrer dès le départ les 2 taxes principales. D'abord le Mas Richa, la taxe d'acquisition, et ensuite le Mas Shivaj, l'impôt sur la plus-value quand on revend. Les anticiper, c'est s'éviter de très mauvaises surprises à la fin.
Voilà. Une fois que le bien est livré, une nouvelle question stratégique arrive sur la table. Comment optimiser la fiscalité sur les revenus locatifs que le bien va commencer à générer? Le système israélien est assez bien fait. Il propose 3 options principales. D'abord, l'exonération totale si les loyers sont faibles. Ensuite, un régime forfaitaire très simple, à 10% sur le revenu brut. Et enfin, le régime au réel, qui permet de déduire toutes les charges, moins les intérêts du crédit, les travaux. C'est souvent l'option la plus judicieuse pour un bien qui a été financé par un emprunt. Finalement, la vraie question, elle est là. Après tout ce qu'on vient de voir, on comprend que pour réussir sur ce marché si particulier, ce n'est pas tant une affaire de capital énorme. Non, c'est avant tout et surtout une question de stratégie. Une stratégie qui doit être éclairée et bien sûr parfaitement exécutée.